Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité, qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Et notre invité ce midi, c'est le sénateur Pierre Frogier. Bonjour. Bonjour Elisabeth. Et merci d'avoir accepté notre invitation, d'autant plus qu'on sait que vous êtes rare dans les médias. Ce qui préoccupe tous les Calédoniens, bien sûr, c'est la crise sanitaire qui frappe le territoire à son tour. On a annoncé hier 119 morts depuis le 9 septembre. Est-ce que vous avez été surpris par la violence de cette épidémie, la manière dont elle a frappé le territoire alors que on pensait qu'on pouvait être préparé? Oh, certainement, et comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Et j'ai entendu l'expression du corps médical, et notamment, je crois, le docteur de Grélan, qui indiquait que c'était une catastrophe sanitaire. Mais j'irai peut-être pas plus loin même, en disant qu'il s'agit d'une crise sanitaire, mais qui débouche sur une catastrophe humanitaire, puisque ce sont les victimes, des femmes, des hommes, que nous connaissons. Et les familles sont très affectées en ce moment. Et je suis persuadé que c'est une dimension, c'est une réalité qu'il faut prendre en considération aujourd'hui et demain. Parce que, quelle que soit notre couleur de peau, quelles que puissent être nos convictions politiques, nous sommes face à la mort, tous égaux. Voilà. Alors c'est sûr que des initiatives fortes ont été prises par le gouvernement que présidait Thierry Santa. Et puis, un jour, ce virus Delta a débarqué en Nouvelle-Calédonie, on ne saura probablement jamais comment. Il n'empêche qu'il est là. J'ai retenu cette campagne de vaccination. Campagne de vaccination qui a été menée probablement de façon très professionnelle. Et pourtant, les Calédoniens auraient pu y répondre de façon plus massive. Vous savez, j'ai beaucoup sillonné le territoire et notamment la côte Est ces dernières semaines. Et je sais qu'une partie des responsables politiques logés au FLNKS sont allés dire, il y a quelques mois, qu'il ne fallait pas se faire vacciner. Parce que, pardonnez-moi, mais j'ai décidé d'utiliser les termes appropriés, en tout cas ceux que j'entends. Parce que c'était un vaccin de blanc. Voilà. Et aujourd'hui, tous, je vous le répète, toutes et tous, quelles que soient nos convictions, quelles que soient nos idées, quel que soit notre positionnement dans la vie sociale de la Nouvelle-Calédonie, nous en subissons les conséquences. Vous pensez qu'il y a eu cette campagne anti-vaccin qui a été réalisée? Vous, évidemment, vous appelez au contraire les Calédoniens à se faire vacciner. Vous pensez que c'est indispensable pour faire face à cette crise? Pas indispensable, c'est incontournable. Quel que puisse être par ailleurs le jugement ou l'appréciation qu'on puisse porter, puisque maintenant, vous savez, c'est comme en métropole, vous avez 60 millions de sélectionneurs dans le football. Ici, vous avez des médecins à tous les coins de rue. Mais j'entendais tout à l'heure la parole de sagesse de Monseigneur Calvé, qui lui-même indique et s'appuie sur une grande majorité du corps médical pour appeler les uns et les autres à aller se faire vacciner. Dans la lettre que vous avez écrite au président de la République, et on va en parler assez largement ce midi, vous soulignez tout de même que la solidarité nationale ne nous a pas manqué jusqu'alors, en faisant allusion à cette crise sanitaire, et vous ajoutez, sans elle, la Calédonie n'est plus. Vous pensez que la Calédonie n'aurait pas pu traverser cette crise toute seule? Ah mais je répète, si vous voulez que je développe ce que veut dire la Nouvelle-Calédonie n'est plus, la Nouvelle-Calédonie serait et pourrait être rasée. Okay.
Parce que c'est pas derrière la catastrophe humanitaire, vous avez une catastrophe économique. Et c'est sûr que il y a tellement d'enjeux qu'une crise comme celle-là emporte tout. Et si j'ai voulu m'adresser au président de la République, effectivement, dans cette lettre, qui lui est parvenue une quinzaine de jours maintenant, mais enfin je vous rassure, j'ai toujours pas de réponse, et puis je crois que, comme les précédentes, je pourrais longtemps attendre la réponse. Mais tout de même, bon, ceci mis à part, chacune et chacun d'entre nous doit être conscient de ce que la solidarité nationale a pour conséquence. Le poids d'abord de la solidarité nationale. Alors, j'ai quelques chiffres. Bon, ils sont peut-être pas très très précis, mais ce sont des ordres de grandeur. Je crois qu'au moment où l'on parle, la solidarité nationale, si on veut la traduire en chiffres, en espèces sonnantes et trébuchantes, c'est à peu près 45 milliards de francs CFP. À peu près 45 milliards de francs CFP. Savez-vous que le revenu de l'impôt sur le revenu le rapport de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, c'est un peu plus de 20 milliards par an. Un peu plus de 20 milliards par an. Ça veut dire qu'en quelques mois, même en quelques semaines, en quelques mois, le contribuable métropolitain a payé, pour que la Nouvelle-Calédonie puisse passer sans trop d'encombre, et en tout cas cette période dramatique, et puis, je l'espère, un jour se projeter vers l'avant, vers l'avenir. C'est une réalité dont les Calédoniens n'ont pas toujours conscience, parce que c'est presque naturel que l'argent de la France soit là quand on en a besoin, quoi. Non, je pense que les Calédoniens en sont conscients. Ceux qui veulent faire en sorte de ne pas comprendre, ce sont les élus du FLNKS, qui sont aujourd'hui rattrapés par leurs contradictions et qui ne savent plus comment s'en sortir, qui ne savent pas comment gérer cette situation. Non pas qu'ils n'en aient pas les capacités. Ce sont des gens honorables qui sont aussi capables que leurs collègues élus d'assumer les responsabilités, sauf qu'ils sont rattrapés par leurs incohérences et leurs contradictions. Aujourd'hui, peut-être qu'on va en parler après, mais au lendemain du deuxième référendum, et c'est ce que j'écris dans ma lettre au président de la République, ils se sont précipités pour demander, pour obtenir de l'État que le troisième référendum ait lieu. On pourrait en parler, parce qu'il n'y avait pas d'obligation à tenir ce troisième référendum, contrairement aux deux premiers. Ils se sont précipités en disant, vous savez, c'est comme quand on tourne sur un manège, là. Vous avez un pompon, et ils se sont dit, ça y est, le deuxième, on a failli attraper le pompon, là, au troisième, on va l'attraper. Mais pire que ça, ils se sont ensuite précipités pour s'approprier. Vous savez ce que ça veut dire, s'approprier? C'est-à-dire pour eux, et on ne partage rien. Pour s'approprier non seulement le Congrès, qu'ils avaient déjà, mais s'approprier le gouvernement. Sauf que maintenant, il y a des choses qui leur échappent. Et il faut qu'ils expliquent, à leur base, que vive l'indépendance. L'indépendance, c'est le 13 au matin, mais que, pour l'instant, si l'affreuse, si la méchante puissance coloniale n'est pas là pour aider les uns et les autres, encore une fois, quelles que soient leurs convictions, eh bien, ils n'y arriveront pas. Et c'est la raison pour laquelle, c'est fait aussi partie de la lettre que j'adresse au président de la République, il y a une exigence aujourd'hui, c'est que l'on sorte le plus vite possible de cette période marquée par le processus référendaire qui a débuté il y a déjà quelques années. Et vous savez quelle est la position que j'ai toujours eue vis-à-vis de cette procédure.
vis-à-vis de ce cycle référendaire, qui encore une fois ne règle rien, qui ne règle rien. Et là, maintenant, eh bien, il faut qu'on en sorte. Alors justement, est-ce que c'est pas un paradoxe tout de même, effectivement, dans votre lettre, alors à la fois vous nous dites c'est une crise sanitaire, une crise humanitaire, ce qui est quand même un mot fort, ça va laisser forcément des traces dans la société calédonienne, mais dans le même temps vous écrivez, cette crise sanitaire ne doit pas priver les Calédoniens de faire valoir leurs droits. C'est-à-dire que malgré cette crise sanitaire, vous estimez que le référendum doit avoir lieu à la date prévue, le 12 décembre. Mais bien sûr, il faut faire en sorte que... Parce que là, vous avez tout est confus. Il est urgent, mais pire que ça. Il y a une obligation. C'est que ce temps qui dure depuis plusieurs années nous a emmené à cette procédure, à ces référendums successifs. Eh bien, il faut que le plus tôt possible, ce soit derrière nous. C'est pas nous qui l'avons demandé, ce troisième référendum. C'est le FLNKS. Et compte tenu du caractère spécifique, ce troisième référendum, je le rappelle, n'était que... C'était une option. Il était optionnel. Ah, pourquoi optionnel ? Parce qu'on a l'impression, voilà, depuis toujours, on a dit les Calédoniens ont voté 112% pour l'accord de Nouméa, vous le savez comme moi, et ils prévoyaient 3 référendums, donc il faut le respect de la lettre et de l'esprit de l'accord, c'est faire les 3 référendums. 2 minutes, mais je veux pas trop partir parce qu'on va... Mais rapidement, celui-là, le troisième, il n'était pas indispensable. En 1998, lorsque l'accord de Nouméa et le dispositif de la loi organique qui prévoit les 3 référendums sont étudiés en commission des lois à l'Assemblée nationale, et votre serviteur est présent autour de la table, tous les collègues disent quoi ? Et ce sont des socialistes qui sont là, c'est Madame Tasca, c'est Dosière, enfin, il y a un certain nombre d'acteurs en Nouvelle-Calédonie qui connaissent ces de grandes personnalités. Donc il y a un débat autour de la table. Chacun se dit, ok, 2, on comprend bien, mais le troisième, à quoi ça sert ? Et Madame Tasca, présidente de la commission, réserve cet article. C'est-à-dire qu'on va voir ce qu'on fait, puis on se retrouve plus tard. Mais entre-temps, qu'est-ce qui se passe ? Et je vais vous dire la vérité. Monsieur Krisnark, qui avait mené les négociations ici au commissariat, est chargé par le gouvernement, par Lionel Jospin, à aller prendre contact avec les signataires de l'accord de Nouméa de 1998. Et à l'unanimité. Et les signataires disent « Ok, on abandonne le troisième ». C'est ça l'histoire. Et la loi organique est votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale et au Sénat avec 2 référendums. Sauf que ensuite, c'est là où ça commence un peu juridiquement à être compliqué, mais la loi organique est visée par le Conseil constitutionnel, et là le Conseil constitutionnel dit non, messieurs, dans le préambule de l'accord qui est constitutionnalisé, il y en avait 3, donc vous allez en mettre un 3e. Ok, on remet le 3e, quelques années après. Sauf qu'à ce moment-là, on dit, compte tenu de cette mémoire que je viens de rappeler, pas obligatoire, il sera optionnel. Alors, quelle est la différence ? C'est-à-dire que dans les 2 premiers, si le Congrès ne s'exprime pas, l'État est obligé d'organiser les 2 premiers référendums, ce qu'il a fait. Le 3e, si le Congrès ne bouge pas, l'État peut ne pas l'organiser. C'est ça le caractère optionnel. Alors, qu'est-ce que je reproche dans cette lettre ? C'est que si, et là on voit bien que le comité des signataires, ça ne sert plus à peau de balle, pardonnez-moi, et si le FLNKS était toujours dans ce périmètre de signataires de l'accord de Nouméa. Première chose qui aurait dû être faite après le 2e référendum, c'est de se mettre autour de la table et en se disant les uns et les autres, en se regardant dans les yeux, est-ce qu'il y a une opportunité à organiser ce 3e référendum ? Alors peut-être qu'en sortant, on aurait eu des positions divergentes, mais au moins la discussion aurait été entreprise. Alors que là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le FLNKS s'est précipité dessus, comme là, en se disant ça y est, c'est à portée de main. Eh bien, ok, maintenant, il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout, et il faut qu'ils aillent jusqu'au bout de leurs incohérences. Voilà, ça c'est mon point de vue. Un référendum le 12 décembre, donc vous souhaitez que la date soit maintenue. Jusqu'à présent, le Premier ministre, le ministre des Outre-mer ont dit eux aussi que c'est à cette date. Oui, je salue d'ailleurs le Premier ministre et le ministre de l'Outre-mer pour ces déclarations nettes qu'ils ont faites d'ailleurs au Sénat, je crois. C'est bien, c'est clair. Mais vous dites aussi que quel que soit le résultat, de toute façon, aucun des 2 camps ne l'acceptera, que ce référendum, finalement, est-ce qu'il servira vraiment à quelque chose ? Non, mais je vous l'ai dit, ça fait des années que je vous dis pareil, que ça sert à rien,
Parce que je vais essayer de donner un exemple simple à mes compatriotes. Là, le 12 décembre, je pense, en tout cas ce que je ressens, ça ne fait pas de doute, que le non l'emportera. Bien. Donc si ça servait à quelque chose, le lundi matin, la majorité représentée par le non dit aux indépendantistes, écoutez, maintenant vous êtes bien gentils, hein, on est allé dans le sens que vous souhaitiez, mais maintenant c'est terminé pour vous. Okay, vous rentrez chez vous, ou vous êtes dans les institutions, mais c'est la majorité que nous représentons, c'est-à-dire le non à l'indépendance, qui gérera la Nouvelle-Calédonie. On supprime les provinces, on remet une assemblée territoriale, un gouvernement. Et les indépendantistes, eh bien, ils rentrent chez eux. Même si la revendication indépendantiste peut toujours survivre à ça. Il n'empêche que dans le partage des institutions, c'est terminé. Terminé. Mais ça vaut aussi dans l'autre sens. S'ils gagnent, ça vaut dans l'autre sens. Okay ? Sauf que, quand le résultat du 12 décembre au soir, ce sera quoi ? Quelque chose près, ce qu'on a connu au premier et au deuxième. Ça veut dire que vous avez deux groupes qui s'opposent. Et c'est pour ça que depuis plusieurs années, en tout cas, pour moi, enfin vous le savez, là, l'enseignement de ces référendums, c'est que vous avez deux groupes humains dont l'identité est très différente, et l'expression oui ou non à l'indépendance correspond à une partition identitaire. Je dis bien identitaire. Il faut donc, au lendemain de ce grand processus référendaire, avoir conscience que ni l'un ni l'autre de ces groupes n'acceptera la loi du vainqueur. Jamais. Ni l'un ni l'autre de ces groupes n'acceptera la loi du vainqueur. Sauf, peut-être par la violence. Sauf que la violence, ça n'a qu'un temps. Bien. Alors, eh bien, il faut trouver un système. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, il faut trouver un système. C'est ce que j'ai développé dans un petit livret que j'ai rendu public au mois de mai. Sachons négocier un désaccord. Sachons négocier un désaccord. De façon que ces identités plurielles de la Nouvelle-Calédonie soient prises en considération. C'est ce que, je le répète, c'est ce que nous avions réussi à faire en 1988 pour rétablir la paix civile, mais malheureusement, à partir des années 2000, tout est parti en vrille. Pourquoi ? Parce que, sans le dire, d'abord tout a dérapé, le comité des signataires, ça ne servait plus à rien. Les indépendantistes ont réussi à obtenir, paix son âme, de Jacques Chirac, le blocage du corps électoral pour les élections provinciales. Vous savez, c'est très pervers, parce qu'en réalité, le blocage du corps électoral, c'est pas dans les provinces, c'est pas pour élire dans les assemblées de province. Il a des conséquences au Congrès et au gouvernement. Et c'est bien la raison pour laquelle, aujourd'hui, le FLNKS maîtrise ces deux institutions, alors qu'ils sont minoritaires. Ils sont minoritaires en voix. Donc ça, c'est pas acceptable. À moyen terme, ce n'est pas acceptable. Dans quelle démocratie vit-on ? C'est pas possible. Ce n'est pas acceptable. Et ce que je veux, ce que je voudrais faire comprendre, c'est que chacune des provinces a sa propre identité. Et ce que j'ai écrit dans ce livret, c'est que plutôt que d'essayer d'écraser les différences, nous sommes différents. Encore une fois, ces référendums, au moins, ils auront eu cet intérêt de prouver à tout le monde que nous sommes différents. Nous ne voyons pas les choses de la même façon. Eh bien, ce que je veux dire, c'est que plutôt que d'essayer d'écraser ces différences, il faut faire en sorte qu'un jour la Nouvelle-Calédonie soit plus forte de l'addition de ces différences. Et chacune des provinces, au moins, c'est resté de ce que nous avons fait en 88. Chacune des provinces a sa propre identité, a sa propre personnalité. Et il faut faire vivre ça. Alors qu'aujourd'hui, on est en train de tuer, on est en train d'écraser tout ce que nous avons conçu, simplement tout ce que nous avions
conçu, oui, et avec d'ailleurs nos partenaires indépendantistes, mais nous avions avec eux, nous avions partagé, hein, nous sommes affrontés il y a longtemps. Mais lorsque nous nous regardions, nous n'avions pas besoin de parler longtemps pour se comprendre. Et alors qu'aujourd'hui, qu'une seule préoccupation, c'est l'appropriation ou l'accaparement du pouvoir. Alors justement, deux questions quand même là-dessus encore. La première, c'est on a beaucoup, on va dire, caricaturé votre proposition en parlant de partition. Pour vous, c'est la prééminence des provinces, sauvegarde, maintien, conserve l'unité de la Nouvelle-Calédonie qui reste un territoire entier au sein de la République. Pour vous, la partition, c'est pas du tout dans vos projets, dans vos... Oh, vous savez, ce sont toujours les mêmes qui n'ont jamais rien à proposer et puis qui essaient ensuite d'exister en démolissant ce que les autres proposent, c'est tout. Mais ce qui m'a amené à faire ces propositions, c'est que je suis aujourd'hui convaincu, et on le voit aujourd'hui, on le mesure aujourd'hui. Je disais tout à l'heure, les identités plurielles de la Nouvelle-Calédonie, ça se traduit par des aspirations qui sont différentes en fonction des groupes. Ça se traduit par des sujets que l'on doit nécessairement traiter différemment. On voit bien ce qui se passe aujourd'hui dans la province des îles. On ne traite pas la crise sanitaire, ou enfin on ne traite pas les sujets comme on les traite dans la province sud. Je veux dire par là, c'est que... Ce que je veux dire, c'est que même si je dois contrarier, mais vous demanderez l'avis de vos éminents consultants du club politique. La démocratie majoritaire, c'est-à-dire que on élit un groupe d'hommes, un groupe de femmes, il y a un résultat, et puis il y a une majorité, une opposition. Et donc c'est la majorité qui impose sa loi pendant 5 ans. Et l'opposition n'a plus qu'à attendre, à jouer son rôle d'opposition, puis à espérer d'être majoritaire au prochain coup. Eh bien, en Nouvelle-Calédonie, c'est pas possible. Clair ? C'est pas possible. Pas possible. Parce que, encore une fois, les dossiers, la vie de tous les jours, moi c'est ce qui m'intéresse. Je ne suis pas dans les grandes constructions intellectuelles de juristes hors sol. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vie de tous les jours. Eh bien, compte tenu des populations spécifiques en Nouvelle-Calédonie, et je le répète, c'est la seule terre dans le Pacifique qui soit peuplée de cette façon. Très bien. Il n'y en a pas d'autre. Eh bien, il faut se donner des outils institutionnels qui permettent de gérer la vie de tous les jours de ces populations si différentes. C'est tout, c'est simple. C'est simple. Deuxième question, c'est comment on y arrive, puisque même si c'est une question que je vous ai déjà posée, mais vous dites vous-même, le FLNKS aujourd'hui, il s'est approprié les outils, il n'est pas prêt à discuter, il est sorti un peu... mais ils ne savent plus où ils en sont aujourd'hui, ils sont pétris de contradictions aujourd'hui, ils ne savent plus où ils en sont. Ils sont plus ensemble, puis en plus à l'intérieur, bon, j'entends bien que chaque fois, chaque jour, on évoque les conflits qu'il peut y avoir dans la grande famille loyaliste. Et il faudrait peut-être pointer ce qui se passe au FNKS, hein ? Ok ? Voilà. Simplement, je leur demande d'aller regarder là-bas ce qui se passe. Toujours est-il que après la réunion à Paris, au cours de laquelle vous êtes signalé en claquant la porte, en quittant l'hôtel de Matignon, il a été décidé après ce référendum du 12 décembre, qui encore une fois devrait être maintenu, une période, quoi qu'il arrive, une période de 18 mois de transition, de discussion. Est-ce que cette période peut être mise à profit, selon vous, pour aboutir à la solution à laquelle vous aspirez ? Est-ce que les indépendantistes et les non-indépendantistes seront capables, pendant ces 18 mois, d'abord, la première question que je me pose, c'est quelle est la sincérité de celles et ceux qui étaient là autour de la table ce jour-là. Enfin, en tout cas, parce qu'on me dit, non, on n'a pas pris d'engagement, nous, ça, c'est une déclaration de l'État. Ok ? C'est ce que j'entends. C'est une déclaration de l'État. Ça concerne l'État. Ah bon, ok.
Après, je ne sais plus si c'est l'État ou le gouvernement, parce que je ne sais plus si c'est l'État ou le gouvernement. Enfin, allons-y. C'est une déclaration de l'État. OK. Quelle est la sincérité de celles et ceux qui... Quel est l'engagement aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils considèrent en eux-mêmes de l'engagement ou de ce qui a été pris? On verra bien. On verra bien. Sauf que, moi, j'essaye d'être pragmatique. Ce que je sais, c'est qu'il y a un rendez-vous au mois d'avril qui va déterminer l'avenir de la France, l'avenir de la République pour les 5 années qui viennent. Et j'ai la faiblesse de penser qu'au lendemain de l'élection du prochain président de la République, quel qu'il soit, les choses seront un peu différentes. Ce sera un nouveau jour. Voilà. Et donc d'ici là, on attend, on verra ce qui se passera à ce moment-là. Écoutez, moi je ne suis pas dans le secret de l'État ou du gouvernement. Vous verrez bien ce que va vous dire le ministre de l'Outre-mer dans quelques jours. Ministre de l'Outre-mer que vous allez manquer puisqu'il arrive... Non, je ne manque pas, je le croise. Non, je le croise. Mais je ne doute pas que nos échanges, parce que moi je pars, vous le savez, en début de semaine pour 3 semaines à Paris. Et j'espère, s'il m'appelle, pouvoir échanger avec lui sur ce qu'il aura retenu ou ce qu'il aura ressenti de son séjour en Nouvelle-Calédonie. Ce sera peut-être d'ailleurs plus porteur, ce sera peut-être plus intéressant que une discussion autour du feu, là. Dans la résidence du haut-commissaire. Oui, et puis il y aura beaucoup de gens. Il y a un sujet sur lequel j'aimerais avoir votre avis. On en a beaucoup parlé. Il concerne la région, la grande région, à défaut de considérer directement la Nouvelle-Calédonie. C'est la fameuse affaire des sous-marins australiens. Ça fait beaucoup de bruit. Donc c'est l'annulation de ce contrat de construction par la France de 12 sous-marins conventionnels. Finalement, l'Australie va acheter aux États-Unis 8 sous-marins à propulsion nucléaire. Il y a eu une crise diplomatique, un rappel d'ambassadeurs, beaucoup de mots forts qui ont été prononcés. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est une trahison, c'est une crise de confiance? Les Australiens ne sont pas nos amis, ne sont pas nos alliés? Vous permettez, avant de répondre à cette question qui mérite, qui est très complexe, je voulais revenir sur cette situation, encore une fois dramatique, que vivent nos familles, cette crise sanitaire. Je pense que, je vous disais, c'est en lien avec ce que j'écris au président de la République. La Calédonie n'est plus, ou pourrait ne plus être. Je crois que le vrai juge de paix, pour le 12 décembre, ce sont les conséquences, c'est cette crise sanitaire, et les conséquences de cette crise sanitaire. Et encore une fois, dans la solidarité nationale, je pense que les uns et les autres ont pu mesurer ce que ça a représenté. Les médecins métropolitains qui arrivent, le personnel infirmier. Et ça, je pense que ça parle plus au cœur des gens, au cœur des Calédoniens, que les conséquences du oui ou du non. Pas de même nature. Mais là, vous êtes dans la vraie vie. Alors, pour revenir à ce qui s'est passé récemment. On peut effectivement s'indigner pour nos industriels, pour les industriels français qui vont perdre ce marché de construction des sous-marins. Enfin, je rappelle qu'il s'agissait simplement de la coque, que depuis le départ, les Australiens avaient choisi des armes d'origine américaine. Nous construisions que la coque, que les coques. Pour revenir à ce sujet-là, on peut effectivement s'indigner que nos industriels en aient fait les frais de l'opération. Mais moi, je considère, et pour en avoir beaucoup parlé avec mes amis au Sénat, au téléphone, que c'est la conséquence d'une option politique, géostratégique, comprise les anglo-saxons. C'est-à-dire là, c'est la Grande-Bretagne d'autrefois qui, à nouveau, a décidé de bouter dehors du Pacifique la France. Vous voyez, mes propos sont nets, sont clairs. Okay, ça fait quelques siècles qu'autour du monde, que sur les océans,
nous trouvons sur notre chemin les anglo-saxons, mais ça vaut aussi dans l'autre sens. Hein. Eh bien là, c'est ça. Vous savez, moi, à l'occasion de cette épreuve, je n'oublie pas qu'aujourd'hui, les Australiens choisissent des sous-marins à propulsion nucléaire. Alors qu'il y a quelques années, ils ont tout fait pour, comment dirais-je, pour combattre les essais nucléaires que menait la France dans le Pacifique. Ils en ont profité. Il n'y a pas que d'ailleurs. Okay, et ça a été pour eux, d'ailleurs, un des arguments pour supporter la revendication indépendantiste en Nouvelle-Calédonie. Il ne faut jamais l'oublier. Ce ne sont pas nos amis et ils nous l'ont prouvé. Alors, face à ça, il ne faut pas être naïf non plus. Et de mon point de vue, je pense que le président de la République n'a peut-être pas mesuré les enjeux. Pourquoi ? Parce que le débat sur la Nouvelle-Calédonie en métropole, c'est quoi ? Ça se résume à quoi, le débat en Nouvelle-Calédonie, en métropole sur la Nouvelle-Calédonie ? Vous avez les bons indépendantistes d'un côté, et puis, je le répète, la méchante puissance coloniale de l'autre. Et que là, maintenant, il y a d'autres acteurs. Et ils viennent s'en rendre compte. Et j'ai eu la chance, il y a 2 ans, juste après qu'ils soient allés en Australie, là, en 2018, on le voit debout sur un sous-marin, justement pour développer cet axe Indo-Pacifique. Mais qu'est-ce qu'il a dit aux Australiens à ce moment-là ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, mais cet axe Indo-Pacifique, ok, c'est très important, parce qu'en plus, ça permet d'approvisionner, enfin, vous savez, c'est la route des marchandises là, de l'Extrême-Orient jusqu'en Europe, notamment en France. Mais il dit une chose, mais surtout, ce n'est pas dirigé contre la Chine. Vous pensez que c'est tombé dans l'oreille d'un sourd, ça ? Alors, c'est bien de faire le en même temps quand on est dans l'Hexagone, mais l'Australie, qui aujourd'hui est encerclée par les Chinois. Okay, alors, toutes les petites îles là, du Pacifique sont aujourd'hui ce qu'on appelle soft power chinois. Okay, voilà. Ce qui... il faut toujours voir les choses, il faut les voir. Essayons de voir les choses de façon positive. Ça, c'est un constat. Essayons de voir les choses de façon positive. Il me semble que pour la Nouvelle-Calédonie, ou enfin en tout cas, telle qu'on l'aime, nous, et telle que l'on a envie que son avenir se construise, pour la première fois depuis longtemps, sa visibilité en métropole est différente. Là, commence à se dire, d'ailleurs il y a beaucoup d'articles de presse, mais dans les assemblées parlementaires, commence à se dire, ben oui, mais peut-être que la France dans le Pacifique, alors il faut toujours répondre à la même question, est-ce que la France aujourd'hui a encore un rôle à jouer autour du monde, avec ses moyens ? Mais la France dans le Pacifique, c'est quand même quelque chose. Ils sont en train de s'en rendre compte. Et j'espère que ce sera l'occasion pour... ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais pour que la France, président de la République, dans les mois, dans les années qui viennent, admette, plutôt que de toujours tourner autour du pot, là, que la Nouvelle-Calédonie doit devenir une base stratégique pour la France, pour l'influence de la France. Le jour, et une base stratégique, c'est pas un patrouilleur comme on a aujourd'hui, et puis, je sais pas, c'est pas sérieux. C'est-à-dire, quand, indépendamment de ce que je vous ai dit tout à l'heure, quand nos alliés, même s'ils ne nous aiment pas, mais ils sont obligés de faire avec, quand ils regardent au-delà de la frontière, et je veux dire une chose. Vous savez, quelle est la frontière physique entre la France et l'Australie ? Quelle est la frontière physique entre la France et l'Australie ? Il y en a une, c'est la Nouvelle-Calédonie. Ce sont les eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie.
Même si c'est de l'eau, c'est la frontière entre la France et l'Australie. Et bien, quand les Australiens regardent au-delà de cette frontière-là, au-delà de la barrière, qu'est-ce qu'ils voient ? Rien. Alors, je vous dis, indépendamment des reproches que je pouvais faire tout à l'heure, moi, si j'étais dans leur situation, même si on fait du violon avec l'axe Indo-Pacifique, là, et puis en nous disant que la France est moins belle sans la Calédonie, pour le moment, qu'est-ce qu'ils voient quand ils lèvent la tête là, au-delà de la barrière ? Ils voient rien. Il n'y a rien. Il n'y a que de l'eau. Il n'y a rien. Ils viennent ici. Vous savez, il y a plusieurs bâtiments australiens qui sont venus ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années. Quand ils vont là-bas à la Bâche-Alex, ils voient quoi ? Pas grand-chose. Écoutez, bon, les hauts commissaires, etc., enfin les chefs militaires en Nouvelle-Calédonie n'y peuvent rien. Mais c'est la situation. Et la France ne s'honore pas d'avoir laissé le Pacifique, et notamment le Pacifique sud-ouest, dans cet état-là. Vous savez, moi j'avais obtenu, j'ai siégé pendant de nombreuses années à la Commission de la Défense, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, de Nicolas Sarkozy, alors président de la République, au moment où il y a eu il y a eu un grand regroupement, que le pôle de défense du Pacifique soit en Nouvelle-Calédonie. Sauf que après 2012, il ne s'est rien passé. Ça ne s'est pas concrétisé. Il ne s'est rien passé. Ce sont des sujets que vous partez à Paris, là vous le dites, ce sont des sujets que vous allez avoir l'occasion d'aborder, j'imagine, avec le Sénat, avec vos différents interlocuteurs. Oui, comptez sur moi. Oui. Oui. Vous parliez de Nicolas Sarkozy. Pour conclure, j'ai envie de vous demander, Pierre Frogier, un mot sur l'actualité récente et la condamnation de Nicolas Sarkozy. C'est un de vos amis, on le sait, vous êtes choqué. Oui. Choqué, je suis triste, oui. Mais enfin, j'ai un rendez-vous avec lui, donc je lui dirai les yeux dans les yeux ce que je pense. Merci. Je pense pouvoir lui transmettre l'amitié des Calédoniens. Merci Pierre Frogier, en tout cas, d'avoir accepté cette invitation dans le magazine Transparence. Un magazine qui sera rediffusé dimanche soir, juste après votre édition de 17h45. Il sera également disponible dans un instant en podcast audio et vidéo sur le site internet de Radio Rythme Bleu. Votre prochain rendez-vous d'infos, c'est à 13h. Excellent après-midi.